Mémoire vive présente le jour J par ceux qui l'ont vécu. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes engagés, une armada de 5000 navires, la plus grande opération amphibie de tous les temps, l'opération Overlord est l'événement de tous les superlatifs. Dans cette série, je vous propose de revivre ce jour au-delà des chiffres, à hauteur d'homme. Ils étaient parachutistes, rangers, commandos, officiers, simples soldats ou résistants, américains, anglais, canadiens, français ou allemands. Ils ont été pris dans des événements qui les dépassaient et qui, pour la plupart, les ont profondément traumatisés. Cette série s'appuie en grande partie sur les témoignages recueillis par Annick Cogent dans son livre « Nous y étions », publié en 2024. Comme d'habitude, vous trouverez toutes mes sources en description. Cette série relate des récits de combats réels dont certains détails sont particulièrement crus. J'ai décidé de n'en rien cacher. Elle n'est donc pas destinée à toutes les oreilles. Épisode 1. La nuit la plus longue. Minuit 10. L'opération Overlord a démarré. Dans la nuit, la plus grande flotte jamais rassemblée est en route depuis la Grande-Bretagne pour les côtes françaises. Afin de préparer le débarquement des troupes et du matériel au sol, des parachutistes américains et anglais sont envoyés derrière les lignes allemandes afin de protéger la zone de débarquement des contre-attaques. C'est à la 6e division aéroportée britannique que revient le dangereux privilège d'effectuer la première mission du jour J. Afin de protéger l'est du front, plusieurs planeurs, tractés par des bombardiers Halifax, doivent atterrir à proximité de 2 ponts à l'est de Caen, l'un sur l'Orne, l'autre sur un canal menant à la mer. Wally Parr, 22 ans, est dans le planeur de tête. Assis face à face sur les 2 banquettes longeant la carlingue, le visage noirci au bouchon fumé, nous étions euphoriques et fiévreux, disons très excités. Les plaisanteries fusaient, aussi les taquineries sur les uns et les autres. On remarquait même en riant que, pour une fois, notre major n'était pas malade en cours de vol. Mais jamais peut-être n'avait-il été aussi concentré et tendu. On était prêts, archi prêts. Et je trouvais que c'était une fameuse idée d'utiliser des planeurs plutôt que des paras pour prendre de court les Allemands qui gardaient ces fichus ponts. Tout dépendrait, bien sûr, de l'adresse des pilotes. Et moi, j'avais confiance. C'étaient des as, des types assez fous et magnifiques pour promettre d'écraser leur engin la nuit, en terre inconnue, avec une précision évaluée en mètres. Nous nous sentions invincibles. Donc on chantait. Et je ne crois pas qu'il s'agissait de camoufler une angoisse particulière. La certitude absolue sur ce qui nous attendait me rendait même impatient. Soudain, le major John Howard a exigé le silence. Nous étions au-dessus de Cabourg, et le pilote allait larguer le câble de remorquage. Le bombardier Halifax a viré pour regagner l'Angleterre. Le bruit du moteur s'est effacé pour ne laisser place qu'au sifflement léger de l'air contre les parois du planeur. Et nous avons amorcé en silence la descente sur le sol de France. On s'est pris par le bras en accrochant nos 2 mains et en soulevant nos pieds du plancher. J'ai aperçu la cime très proche de quelques arbres, et puis il y a eu un choc brutal, un fracas incroyable. On s'écrasait à 150 km/h. L'appareil a rebondi, recogné le sol dans un bouquet d'étincelles, rebondi à nouveau avant de râper longuement la terre et de s'arrêter net avec un craquement effroyable à l'avant. Il y a eu un silence terrible, un nuage de poussière, puis des hommes ont gémi, juré. Kane a vite sauté en me criant bonne chance. J'ai appelé Charlie avec qui je devais faire équipe, échappé de peu à la baignade, car une aile du planeur plongeait dans un marécage. Et j'ai tout de suite aperçu la grande structure métallique dont le major avait fait faire une réplique pour notre entraînement. Le pilote s'était posé à 20 pas du pont. C'était incroyable. Chacun savait exactement ce qu'il devait faire. Ma mission à moi était de neutraliser 2 bunkers allemands. Ils étaient exactement à l'endroit attendu. J'ai ouvert une porte et lancé une première grenade à l'intérieur de l'un d'eux. Il y a eu une explosion, et Charlie est passé derrière moi à mitrailler l'intérieur. On a fait la même chose dans le deuxième. Quelqu'un geignait dans le premier, alors j'y ai lancé une grenade au phosphore. Les 2 autres planeurs s'étaient posés à leur tour à 1 minute d'intervalle. Les hommes accouraient au-dessus des barbelés en criant le code de leur section pour s'identifier dans le fatras général. Baker, ou bien Charlie, ou Abel. Moi c'était Don. Posté à l'entrée du pont, Howard hurlait « Vite, traversez-moi ce foutu pont !» Des hommes s'y étaient déjà engagés.
il y a eu des décharges de mitraillettes, des bruits de course sur la passerelle en acier. En quelques secondes, le pont de Bénouville était à nous. Les Allemands étaient morts, certains avaient fui rapidement, d'autres étaient nos prisonniers, totalement ahuris par la rapidité de l'attaque. Il fallait maintenant nettoyer le secteur et prévoir une riposte en attendant le renfort des paras au béret rouge et des commandos au béret vert qui devaient venir de la mer. Seul notre chef de section n'était pas à l'endroit où nous devions nous regrouper. Personne ne l'avait vu. J'ai couru tout autour du pont et puis j'ai vu un corps que j'avais d'abord pris pour celui d'un Allemand. C'était lui, notre lieutenant allongé sur le dos, les yeux fixés sur le pont. Je me suis penché, la lune soudain dégagée éclairait son visage. Il essayait de dire quelque chose, mais il a eu une brusque inspiration et il a fermé les yeux. Le fameux pont était anglais, mais Brotheridge était mort. Cela m'a anéanti. Jusqu'à présent, tout ressemblait à un exercice parfait. Nous avions répété le moindre geste, pas la mort de Den. Ce fut ma première gorgée de guerre. Je suis allé rapporter au major la mort du lieutenant Brotheridge. Son radio désespérait de pouvoir transmettre le code signalant le succès de la mission. « Ham and Jam », répétait-il inlassablement au micro. Ham pour la capture de Pegasus, Jam pour celle du pont de l'Orne. Je suis revenu me mettre en position, la nuit était redevenue presque silencieuse. Soudain, on aperçut un bruit de char qui s'approchait. Tout le monde était sur le qui-vive. J'ai foncé chercher notre fusil anti-char dans le planeur. Le choc de notre arrivée l'avait complètement faussé. Le fusil d'un autre planeur avait heureusement eu plus de chance. Il y a eu une énorme déflagration et le tank allemand a explosé dans le noir. C'était inouï. Je ne pouvais m'empêcher de penser, premier tank du D-Day, premier pont capturé, première famille libérée, premiers hommes tués. « 1h15. L'opération commando à laquelle a participé Walipar fut une réussite quasi parfaite. Tous les commandos impliqués dans l'opération, anglaises ou américains, ne purent en dire autant. C'est notamment le cas des parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées américaines qui s'apprêtent à sauter sur le Cotentin, à l'ouest de la zone de débarquement. Leur mission, constituer une tête de pont et ralentir les contre-attaques allemandes vers les plages, en particulier Utah Beach, située au sud-est de la péninsule. Bill Tucker a 20 ans. Il fait partie de la 82e division aéroportée et s'apprête à sauter sur le village de Sainte-Mère-Église. Nous avions vu le soleil se coucher sur l'Angleterre. Nous le verrions se lever sur Sainte-Mère. Avant, il y avait la nuit et l'inconnu. Les hommes se taisaient. Certains fermaient les yeux. Un autre était malade, comme toujours. La tête posée contre le hublot, je revoyais notre départ, la piste couverte d'avions innombrables. Des files de soldats avançant lentement vers leur appareil, courbés sous le poids d'un équipement dépassant souvent 50 kilos. Le bruit des moteurs, soudain, comme un roulement de tambour. On est entré dans un nuage et l'avion s'est mis à nous secouer violemment. Je voyais des éclairs et des balles traçantes au-dessous de nous. Et puis d'autres avions. J'avais très peur d'une collision. On a reçu l'ordre de se lever et de s'accrocher à la poignée. Ça continuait à secouer terriblement. La porte ouverte montrait un banc de nuages en furie. Quelqu'un a crié « Go !» Larry Leonard s'est vite retourné vers moi en criant au-dessus du bruit du moteur « On n'est vraiment pas assez payé pour ce boulot !» Il a plongé, je l'ai suivi. J'étais donc suspendu dans la nuit et j'entendais très bien des coups de feu en même temps que j'observais monter vers nous des éclairs de balles et de mitraille. Le choc sur terre a été un peu brutal, mais je me suis relevé en bon état, pile dans le centre du bourg. Quelqu'un courait vers moi. J'ai braqué mon arme et crié « Flash ! Thunder !» a hurlé l'autre à temps. C'était le mot de passe de la compagnie qu'aucun Allemand, fâché avec notre « the », n'était supposé pouvoir prononcer. On s'est donc retrouvé vite, à 3 ou 4, et on a filé pour essayer de regrouper les autres à la sortie du bourg avant d'engager l'attaque. Il était un peu plus d'1h30 du matin, et il y avait un boucan incroyable. Des claquements de fusil que je n'arrivais pas à localiser. Le cliquetis de ces foutus criquets métalliques qu'on nous avait donnés et qui semblaient résonner de partout. Et le ronflement des C-47 qui volaient à très basse altitude. Il faisait noir comme dans un four. Et on ne comprenait rien au relief plein de talus, de haies, de buissons, de fossés. Des balles sifflaient de tous les côtés dans les branchages. Nous étions maintenant plus nombreux et on a tenté de remonter vers le bourg. Les silhouettes de l'église et des maisons alentours commençaient à se profiler. On s'est rapproché du parking de camions allemands et j'ai couru avec Léonard installer la mitrailleuse sous un grand arbre tout près de l'église. Et puis soudain,
Il y a eu du silence, et on a senti, quelque chose d'étrange, une présence. Quelque chose bougeait tout près. J'ai saisi mon fusil en tournant la tête dans tous les sens. Ce n'est qu'en regardant en l'air que j'ai compris. Un parachutiste mort, accroché à l'arbre, se balançait au-dessus de ma tête. Cela m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Il avait des mains immenses, et son casque lui couvrait une partie du visage. Ce n'est que bien plus tard, en 1984, que j'ai appris son nom et compris qu'il s'agissait d'un de mes bons camarades d'un régiment précédent. La lumière du petit jour m'a fait découvrir d'autres cadavres suspendus aux arbres et criblés de balles avant même d'avoir atteint le sol. Un autre, allongé dans l'herbe, s'était fait voler ses bottes. J'étais bouleversé, secoué. J'avais des frissons. Je ne savais pas ce qui s'était passé avant notre arrivée, mais un premier groupe de paras, sans doute lâché là par erreur, avait visiblement passé un sale moment. Le chœur de Sainte-Mère-Église était passé entre nos mains. Comme il nous l'avait promis, le major Krause, qu'on avait surnommé Boule de Canon, était déjà en train de hisser sur la mairie le drapeau qu'il avait apporté et qui, nous avait-il dit, avait été le premier à flotter en Sicile et à Naples. Mais en fait, rien n'était joué. Il y avait encore des coups de feu, des tireurs isolés, et les combats à l'orée de la ville dureront plus de 30 heures. Ce sera la guerre du bocage, à travers les haies, allongés dans les fossés du bord de route, englués dans des champs marécageux, et planqués la nuit dans des trous boueux avec des musettes bien trop encombrantes et vite trouées de balles. Les Allemands étaient de grands soldats. J'étais crevé, dégueulasse, misérable, épuisé d'être sur le qui-vive, déboussolé de ne pouvoir comprendre, prévoir la situation. On n'avait aussi aucune nouvelle du débarquement sur les plages. Avait-il réussi? Les renforts étaient-ils en chemin? Ou bien étions-nous pris au piège, incapables de rejoindre la mer, cernés par les Allemands? « 2 heures du matin. La météo est à la tempête, ce qui n'empêche pas les vrombissements des avions alliés d'emplir l'atmosphère. Alors que même les Allemands ne sont pas encore conscients de ce qui vient de commencer, une poignée de Français s'active. La radio britannique, la BBC, vient d'émettre les codes déclenchant une vaste mission de sabotage. André Hérissi, 23 ans, habite un petit village au sud de Caen. Il appartient à un maquis, un groupe de résistants, le maquis de Saint-Clair. Il s'apprête à saboter la ligne de chemin de fer Caen-Laval. La nouvelle était venue de Londres. Un petit message parmi d'autres, lu le soir même par une voix française de la BBC. Un joli message, ma foi. Le chant du laboureur dans le matin brumeux. Un message bucolique pour un truc capital. Je n'étais pas monté ce soir-là dans le grenier à foin où je camouflais ma radio avec le fourrage des bêtes. Mais mon camarade Le Névez était à l'écoute et avait réagi au quart de tour. C'était bien le message destiné au maquis de Saint-Clair. Il s'est rué chez moi à bicyclette pendant que son père prévenait les autres membres du groupe. Il était survolté. « C'est pour ce soir, m'a-t-il dit. T'entends ? Rendez-vous à la ferme de Saint-Clair. » Ni une ni deux, j'ai foncé. J'ai laissé ma femme avec mon fils de 2 mois, j'ai pris mon vélo, et hop, rien, personne n'aurait pu m'arrêter cette nuit-là. J'étais heureux. Cela faisait des années qu'on attendait ce moment. À 200 mètres de la ferme, une sentinelle m'a fait signe d'aller directement dans le bois, et on s'est retrouvés bientôt à une petite quinzaine, chacun arrivant bien sûr individuellement. Je connaissais le bois pour y avoir passé de nombreuses nuits depuis mon engagement dans la résistance. Et je connaissais chacun. C'était une famille, le maquis de Saint-Clair. C'était le père Le Névez, le garagiste du village de Cesny-Bois-Albou, qui m'avait approché un jour après la réunion de la JAC, Jeunesse agricole catholique. Cela t'intéresserait de rentrer dans le mouvement? Si ça m'intéressait, et comment? Je brûlais de me battre pour foutre dehors l'occupant, comme mon père l'avait fait pendant la guerre de 14-18. On s'est retrouvés au bois de Saint-Clair. Jean-Renaud d'Andicol, on l'appelait le capitaine Jean, qui avait rejoint l'Angleterre en 1943 et coordonné le maquis, nous a exposé la situation et a demandé 5 volontaires pour aller faire sauter la ligne de chemin de fer Caen-Laval. J'ai dit d'accord. Si on était là, c'était bien pour agir. Alors on s'est équipés. Chacun a reçu un pistolet 9 mm, un blouson américain, une musette pleine d'explosifs et de détonateurs et, au choix, une mitraillette Sten ou une carabine automatique américaine. J'ai pris la carabine. J'en avais davantage l'habitude et j'étais assez habile dans les concours de tir des fêtes patronales. Et puis, on est parti à bicyclette vers Grimbosque, Le Névez, père et fils, Dan et son fils, et moi. Il y avait un grondement continu dans le ciel, et l'horizon, au nord, du côté de la côte, était en feu. On s'est regardé, totalement excités. Le débarquement était bien enclenché, à nous de jouer. Ce qu'on ignorait alors, c'est qu'une autre équipe, planquée de l'autre côté de la voie,
était prête à prendre la relève au cas où nous aurions fait défaut. Nous avons rassemblé les pains de plastique avant de les pétrir et de les fixer le long de chaque rail, juste à une bifurcation, de manière à en faire sauter 8 d'un coup. Dan était notre artificier. Moi, je faisais le guet près du passage à niveau. Le Nevez était sur le talus. On avait 3 sortes de détonateurs. 30 secondes, 3 minutes, 5 minutes. Comme personne ne nous avait inquiétés, on a opté pour le détonateur vert de 5 minutes. On l'a coulé dans le plastique, on a appuyé dessus et bondi comme des fous vers le talus qu'on a escaladé avec des ailes. On s'est planqué près des stères de bois, le cœur battant. On a attendu. Et puis, les uns après les autres, on a relevé la tête et on s'est regardé avec des mines consternées. Était-ce possible que ça ait raté ? Les 5 minutes m'avaient paru durer 1 heure. Mais l'explosion s'est produite. Énorme. On a repiqué du nez en mettant les mains sur nos têtes. Et pendant de longues secondes, des débris de toutes sortes et des gravillons ont continué à pleuvoir du ciel. On s'est précipité sur la voie. Vous auriez vu le bazar. Les rails étaient montés 5 mètres en l'air. Le ballast était dévasté, la voie inutilisable sur 50 mètres. Alors, comme on n'avait pas eu l'occasion de nous servir de nos carabines, et qu'on était fous, on a tiré sur les pommiers, comme ça, pour jouer, pour dire notre joie, pour voir si elle tirait juste. Cela a tellement effrayé une fermière qui n'était pas très loin et trayait déjà sa vache, qu'elle est tombée de son petit banc en renversant son seau. On a ri, on se sentait libre, soulagé, tellement joyeux. On les avait tus, les boches, qui se croyaient si malins. On avait eu de la chance, comme les autres nuits où, munis de torches, nous allions baliser un champ et réceptionner les parachutages d'armes. 5-6 tonnes chaque fois, qu'on camouflait à la ferme Gros-Claude. La cavale a commencé. Des patrouilles avec des chiens, des sidecars, étaient à nos fesses. On s'est enfoncé dans le bois, en zigzagant et en portant parfois nos vélos pour éviter les traces. Plusieurs fois, les clôtures de barbelés nous ont servi d'antenne et permis de brancher nos mini-radios. Mais que pouvions-nous savoir de plus ? Il suffisait d'écouter et de regarder ce qui se passait dans le ciel pour savoir que le jour J était arrivé et que la liberté, qui était notre seul idéal, allait triompher. André Hérissi ne rentrera chez lui que 8 jours après le D-Day, avant de continuer la lutte. Le 8 juillet 1944, les Allemands attaquèrent la ferme Saint-Clair, tuèrent le capitaine Jean, son radio, ainsi qu'un aviateur anglais, et déportèrent la famille Gros-Claude. La bataille de Normandie ne faisait que commencer. La libération tant attendue était en vue, et bien d'autres sacrifices devraient être consentis.